Le vicomte de Bragelonne, partie 58 du livre audio, chapitre 245. Comment le roi Louis XIV joua son petit rôle. Comme Fouquet descendait de carrosse pour entrer dans le château de Nantes, un homme du peuple s'approcha de lui avec tous les signes du plus grand respect et lui remit une lettre. D'Artagnan voulut empêcher cet homme d'entretenir Fouquet et l'éloigna, mais le message avait été remis au surintendant. Fouquet décacheta la lettre et la lut. En ce moment, un vague effroi que d'Artagnan pénétra facilement se peignit sur les traits du Premier ministre. Monsieur Fouquet mit le papier dans le portefeuille qu'il avait sous son bras et continua son chemin vers les appartements du roi. D'Artagnan, par les petites fenêtres pratiquées à chaque étage du donjon, vit, en montant derrière Fouquet, l'homme au billet regarder autour de lui sur la place et faire des signes à plusieurs personnes qui disparurent dans les rues adjacentes, après avoir elles-mêmes répété ces signes faits par le personnage que nous avons indiqué. On fit attendre Fouquet un moment sur cette terrasse dont nous avons parlé, terrasse qui aboutissait au petit corridor après lequel on avait établi le cabinet du roi. D'Artagnan alors passa devant le surintendant, que jusque-là il avait accompagné respectueusement, et entra dans le cabinet royal. « Eh bien ?» lui demanda Louis XIV, qui, en l'apercevant, jeta sur la table couverte de papier une grande toile verte. « L'ordre est exécuté, sire. »« Et Fouquet ?»« Monsieur le surintendant me suit, » répliqua d'Artagnan. « Dans 10 minutes, on l'introduira près de moi, » dit le roi en congédiant d'Artagnan d'un geste. Celui-ci sortit et, à peine arrivé dans le corridor à l'extrémité duquel Fouquet l'attendait, fut rappelé par la clochette du roi. « Il n'a pas paru étonné ?» demanda le roi. « Qui, sire ?»« Fouquet » répéta le roi sans dire monsieur, particularité qui confirma le capitaine des mousquetaires dans ses soupçons. « Non, sire, » répliqua-t-il. « Bien. » Et, pour la seconde fois, Louis renvoya d'Artagnan. Fouquet n'avait pas quitté la terrasse où il avait été laissé par son guide. Il relisait son billet ainsi conçu. « Quelque chose se trame contre vous. Peut-être n'osera-t-on au château. Ce serait à votre retour chez vous. Le logis est déjà cerné par les mousquetaires. N'y entrez pas. Un cheval blanc vous attend derrière l'esplanade. » Monsieur Fouquet avait reconnu l'écriture et le zèle de Gourville. Ne voulant point que, s'il lui arrivait malheur, ce papier pût compromettre un fidèle ami, le surintendant s'occupait à déchirer ce billet en des milliers de morceaux éparpillés au vent, hors du balustre de la terrasse. D'Artagnan le surprit, regardant voltiger les dernières miettes dans l'espace. « Monsieur, dit-il, le roi vous attend. » Fouquet marcha d'un pas délibéré dans le petit corridor où travaillaient messieurs de Brienne et Rose, tandis que le duc de Saint-Aignan, assis sur une petite chaise, aussi dans le corridor, semblait attendre des ordres et bâillait d'une impatience fiévreuse, son épée entre les jambes. Il sembla étrange à Fouquet que messieurs de Brienne, Rose et de Saint-Aignan, d'ordinaire si attentifs, si obséquieux, se dérangeassent à peine lorsque lui, le surintendant, passa. Mais comment eût-il trouvé autre chose chez des courtisans, celui que le roi n'appelait plus que Fouquet? Il releva la tête et, bien décidé à tout braver en face, entra chez le roi après qu'une clochette qu'on connaît déjà l'eût annoncé à sa majesté. Le roi, sans se lever, lui fit un signe de tête et, avec intérêt, « Et comment allez-vous, monsieur Fouquet ?» dit-il. « Je suis dans mon accès de fièvre, » répliqua le surintendant, « mais tout au service du roi. »« Bien. Les États s'assemblent demain. Avez-vous un discours prêt ?» Fouquet regarda le roi avec étonnement. « Je n'en ai pas, sire, » dit-il, « mais j'en improviserai un. Je sais assez à fond les affaires pour ne pas demeurer embarrassé. Je n'ai qu'une question à faire. Votre Majesté me le permettra-t-elle ? » « Faites. » Pourquoi Sa Majesté n'a-t-elle pas fait l'honneur à son Premier ministre de l'avertir à Paris ? Vous étiez malade.
je ne veux pas vous fatiguer. Jamais un travail, jamais une explication ne me fatigue, sire. Et, puisque le moment est venu pour moi de demander une explication à mon roi... Oh, monsieur Fouquet, et sur quoi une explication? Sur les intentions de Sa Majesté à mon égard. Le roi rougit. J'ai été calomnié, repartit vivement Fouquet, et je dois provoquer la justice du roi à des enquêtes. Vous me dites cela bien inutilement, monsieur Fouquet. Je sais ce que je sais. Sa Majesté ne peut savoir les choses que si on les lui a dites. Et je ne lui ai rien dit, moi, tandis que d'autres ont parlé maintes et maintes fois à... Que voulez-vous dire? Fit le roi, impatient de clore cette conversation embarrassante. Je vais droit au fait, sire, et j'accuse un homme de me nuire auprès de votre Majesté. Personne ne vous nuit, monsieur Fouquet. Cette réponse, sire, me prouve que j'avais raison. Monsieur Fouquet, je n'aime pas qu'on accuse. Quand on est accusé, nous avons déjà trop parlé de cette affaire. Votre Majesté ne veut pas que je me justifie. Je vous répète que je ne vous accuse pas. Fouquet fit un pas en arrière en faisant un demi-salut. Il est certain, pensa-t-il, qu'il a pris un parti, celui qui ne peut reculer à seul une pareille obstination. Ne pas voir le danger dans ce moment, ce serait être aveugle. Ne pas l'éviter, ce serait être stupide. Il reprit tout haut. « Votre Majesté m'a demandé pour un travail. »« Non, monsieur Fouquet, pour un conseil que j'ai à vous donner. »« J'attends respectueusement, sire. »« Reposez-vous, monsieur Fouquet. Ne prodiguez plus vos forces. La session des États sera courte. Et, quand mes secrétaires l'auront close, je ne veux plus que l'on parle affaire de 15 jours en France. » Le roi n'a rien à me dire au sujet de cette assemblée des États? Non, monsieur Fouquet. À moi, surintendant des finances? Reposez-vous, je vous prie. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Fouquet se mordit les lèvres et baissa la tête. Il couvait évidemment quelques pensées inquiètes. Cette inquiétude gagna le roi. « Est-ce que vous êtes fâché d'avoir à vous reposer, monsieur Fouquet ?» dit-il. « Oui, sire, je ne suis pas habitué au repos. Mais vous êtes malade? Il faut vous soigner. Votre Majesté me parlait d'un discours à prononcer demain. » Le roi ne répondit pas. Cette question brusque venait de l'embarrasser. Fouquet sentit le poids de cette hésitation. Il crut lire dans les yeux du jeune prince un danger qui précipiterait sa défiance. « Si je parais avoir peur, pensa-t-il, je suis perdu. » Le roi, de son côté, n'était inquiet que de cette défiance de Fouquet. A-t-il éventé quelque chose? Murmurait-il. Si son premier mot est dur, pensa encore Fouquet, s'il s'irrite ou feint de s'irriter pour prendre un prétexte, comment me tirerai-je de là? Adoucissons la pente. Gourville avait raison. Sire, dit-il tout à coup, puisque la bonté du roi veille à ma santé à ce point qu'elle me dispense de tout travail, est-ce que je ne serai pas libre du conseil pour demain? J'emploierai ce jour à garder le lit, et je demanderai au roi de me céder son médecin pour essayer un remède contre ces maudites fièvres. Soit fait comme vous désirez, monsieur Fouquet. Vous aurez le congé pour demain, vous aurez le médecin, vous aurez la santé. Merci, dit Fouquet en s'inclinant. Puis, prenant son parti, « Est-ce que je n'aurai pas, dit-il, le bonheur de mener le roi à Belle-Île, chez moi ?» Et il regardait Louis en face pour juger de l'effet d'une pareille proposition. Le roi rougit encore. « Vous savez, répliqua-t-il en essayant de sourire, que vous venez de dire « à Belle-Île, chez moi ». C'est vrai, sire. Eh bien, ne vous souvient-il plus, continua le roi du même ton enjoué, que vous me donnâtes Belle-Île? C'est encore vrai, sire. Seulement, comme vous ne l'avez pas prise, vous en viendrez prendre possession. Je le veux bien. C'était, d'ailleurs, l'intention de votre Majesté autant que la mienne, et je ne saurais dire à votre Majesté combien j'ai été heureux et fier en voyant toute la maison militaire du roi venir de Paris pour cette prise de possession. Le roi balbutia qu'il n'avait pas amené ses mousquetaires pour cela seulement. « Oh, je le pense bien, dit vivement Fouquet,
Votre Majesté sait trop bien qu'il lui suffit de venir seule, une badine à la main, pour faire tomber toutes les fortifications de Belle-Île. »« Peste !» s'écria le roi. « Je ne veux pas qu'elles tombent, ces belles fortifications qui ont coûté si cher à élever. Non, qu'elles demeurent contre les Hollandais et les Anglais. Ce que je veux voir à Belle-Île, vous ne le devineriez pas, monsieur Fouquet. Ce sont les belles paysannes, filles et femmes, des terres ou des grèves, qui dansent si bien et sont si séduisantes avec leurs jambes d'écarlate. On m'a fort vanté vos vassales, monsieur le surintendant. Tenez, faites-les-moi voir. Quand votre Majesté voudra. Avez-vous quelques moyens de transport ? Ce serait demain, si vous vouliez. Le surintendant sentit le coup, qui n'était pas adroit, et il répondit. Non, sire, j'ignorais le désir de votre Majesté, j'ignorais surtout sa hâte de voir Belle-Île, et je ne me suis précautionné en rien. Vous avez un bateau à vous, cependant. J'en ai 5, mais ils sont tous soit au port, soit à Paimboeuf, et pour les rejoindre ou les faire arriver, il faut au moins 24 heures. Ai-je besoin d'envoyer un courrier ? Faut-il que je le fasse ? Attendez encore. Laissez finir la fièvre. Attendez à demain. C'est vrai. Qui sait si demain nous n'aurons pas 1000 autres idées, répliqua Fouquet, désormais hors de doute, et fort pâle. Le roi tressaillit et allongea la main vers sa clochette. Mais Fouquet le prévint. Sire, dit-il, j'ai la fièvre. Je tremble de froid. Si je demeure un moment de plus, je suis capable de m'évanouir. Je demande à votre Majesté la permission de m'aller cacher sous les couvertures. En effet, vous grelottez. C'est affligeant à voir. Allez, monsieur Fouquet, allez. J'enverrai savoir de vos nouvelles. Votre Majesté me comble. Dans 1 heure, je me trouverai beaucoup mieux. Je veux que quelqu'un vous reconduise, dit le roi. Comme il vous plaira, je prendrai volontiers le bras de quelqu'un. Monsieur d'Artagnan, cria le roi en sonnant de sa clochette. Oh, sire, interrompit Fouquet en riant d'un air qui fit froid au prince. Vous me donnez un capitaine de mousquetaires pour me conduire à mon logis ? Honneur bien équivoque, sire. Un simple valet de pied, je vous prie. Et pourquoi, monsieur Fouquet ? Monsieur d'Artagnan me reconduit bien, moi. Oui, mais quand il vous reconduit, sire, c'est pour vous obéir, tandis que moi... Eh bien, moi, s'il me faut rentrer chez moi avec votre chef des mousquetaires, on dira que vous me faites arrêter. Arrêter ? Répéta le roi, qui pâlit plus que Fouquet lui-même. Arrêter ? Oh ! Et que ne dit-on pas ? Poursuivit Fouquet, toujours riant, et je gage qu'il se trouverait des gens assez méchants pour en rire. Cette saillie déconcerta le monarque. Fouquet fut assez habile ou assez heureux pour que Louis XIV reculât devant l'apparence du fait qu'il méditait. Monsieur d'Artagnan, lorsqu'il parut, reçut l'ordre de désigner un mousquetaire pour accompagner le surintendant. « Inutile, dit alors celui-ci. Épée pour épée, j'aime autant Gourville, qui m'attend en bas. Mais cela ne m'empêchera pas de jouir de la société de monsieur d'Artagnan. Je suis bien aise qu'il voie Belle-Île, lui qui se connaît si bien en fortification. » D'Artagnan s'inclina, ne comprenant plus rien à la scène. Fouquet salua encore et sortit, affectant toute la lenteur d'un homme qui se promène. Une fois hors du château, « Je suis sauvé, dit-il. Oh oui, tu verras Belle-Île, roi déloyal, mais quand je n'y serai plus. » Et il disparut. D'Artagnan était demeuré avec le roi. « Capitaine, lui dit sa majesté, vous allez suivre monsieur Fouquet à 100 pas. »« Oui, sire. »« Il rentre chez lui. Vous irez chez lui. »« Oui, sire. »« Vous l'arrêterez en mon nom, et vous l'enfermerez dans un carrosse. »« Dans un carrosse ? Bien. » De telle façon qu'il ne puisse, en route, ni converser avec quelqu'un, ni jeter des billets aux gens qu'il rencontrera. »« Oh, voilà qui est difficile, sire. »« Non. »« Pardon, sire, je ne puis étouffer monsieur Fouquet, et s'il demande à respirer, je n'irai pas l'en empêcher en fermant glace et mantelet. Il jettera par les portières tous les cris et les billets possibles. Le cas est prévu, monsieur d'Artagnan.
Un carrosse avec un treillis obviera aux 2 inconvénients que vous signalez. Un carrosse à treillis de fer s'écria d'Artagnan. Mais on ne fait pas un treillis de fer pour carrosse en une demi-heure, et votre majesté me recommande d'aller tout de suite chez monsieur Fouquet. Aussi le carrosse en question est-il tout fait ? Ah, c'est différent, dit le capitaine. Si le carrosse est tout fait, très bien, on n'a qu'à le faire aller. Il est tout attelé. Ah. Et le cocher, avec les piqueurs, attend dans la cour basse du château. D'Artagnan s'inclina. Il ne me reste, ajouta-t-il, qu'à demander au roi en quel endroit on conduira monsieur Fouquet. Au château d'Angers, d'abord. Très bien. Nous verrons ensuite. Oui, sire. Monsieur d'Artagnan, un dernier mot. Vous avez remarqué que, pour faire cette prise de Fouquet, je n'emploie pas mes gardes, ce dont monsieur de Gesvres sera furieux. Votre majesté n'emploie pas ses gardes, dit le capitaine un peu humilié, parce qu'elle se défie de monsieur de Gesvres, voilà. C'est vous dire, monsieur, que j'ai confiance en vous. Je le sais bien, sire, et il est inutile de le faire valoir. C'est seulement pour arriver à ceci, monsieur, qu'à partir de ce moment, s'il arrivait que, par hasard, un hasard quelconque, monsieur Fouquet s'évadât, on a vu de ces hasards-là, monsieur. Oh, sire, très souvent, mais pour les autres, pas pour moi. Pourquoi, pas pour vous ? Parce que moi, sire, j'ai un instant voulu sauver monsieur Fouquet. Le roi frémit. Parce que, continua le capitaine, j'en avais le droit, ayant deviné le plan de votre majesté sans qu'elle m'en eût parlé, et que je trouvais monsieur Fouquet intéressant. Or, j'étais libre de lui témoigner mon intérêt à cet homme. En vérité, monsieur, vous ne me rassurez point sur vos services. Si je l'eusse sauvé alors, j'étais parfaitement innocent. Je dis plus, j'eusse bien fait, car monsieur Fouquet n'est pas un méchant homme. Mais il n'a pas voulu, sa destinée l'a entraîné. Il a laissé fuir l'heure de la liberté. Tant pis, maintenant j'ai des ordres. J'obéirai à ces ordres. Et monsieur Fouquet, vous pouvez le considérer comme un homme arrêté. Il est au château d'Angers, monsieur Fouquet. Ah, vous ne le tenez pas encore, capitaine. Cela me regarde. À chacun son métier, sire. Seulement, encore une fois, réfléchissez. Donnez-vous sérieusement l'ordre d'arrêter monsieur Fouquet, sire. Oui, 1000 fois oui. Écrivez, alors. Voici la lettre. D'Artagnan la lut, salua le roi, et sortit. Du haut de la terrasse, il aperçut Gourville qui passait, l'air joyeux, et se dirigeait vers la maison de monsieur Fouquet. Chapitre 246. Le cheval blanc et le cheval noir. Voilà qui est surprenant, se dit le capitaine. Gourville, très joyeux et courant les rues, quand il est à peu près certain que monsieur Fouquet est en danger. Quand il est à peu près certain que c'est Gourville qui a prévenu monsieur Fouquet par le billet de tout à l'heure, ce billet qui a été déchiré en 1000 morceaux sur la terrasse et livré au vent par monsieur le surintendant. Gourville se frotte les mains, c'est qu'il vient de faire quelque habileté. D'où vient Gourville ? Gourville vient de la rue aux Herbes. Où va la rue aux Herbes ? Et d'Artagnan suivit, sur le faîte des maisons de Nantes, dominées par le château, la ligne tracée par les rues, comme il l'eût fait sur un plan topographique. Seulement, au lieu de papier mort et plat, vide et désert, la carte vivante se dressait en relief avec des mouvements, les cris et les ombres des hommes et des choses. Au-delà de l'enceinte de la ville, les grandes plaines verdoyantes s'étendaient, bordant la Loire, et semblaient courir vers l'horizon empourpré que sillonnait l'azur des eaux et le vert noirâtre des marécages. Immédiatement après les portes de Nantes, 2 chemins blancs montaient en divergeant comme les doigts écartés d'une main gigantesque. D'Artagnan, qui avait embrassé tout le panorama d'un coup d'œil en traversant la terrasse, fut conduit par la ligne de la rue aux Herbes à l'aboutissement d'un de ces chemins qui prenaient naissance sous la porte de Nantes. Encore un pas, et il allait descendre l'escalier de la terrasse pour rentrer dans le donjon, prendre son carrosse à treillis et marcher vers la maison de Fouquet. Mais le hasard voulut que, au moment de se replonger dans l'escalier, il fût attiré par un point mouvant qui gagnait du terrain sur cette route.
Qu'est cela ? Se demanda le mousquetaire. Un cheval qui court, un cheval échappé sans doute. Comme il détale, le poing mouvant se détacha de la route et entra dans les pièces de luzerne. Un cheval blanc, continua le capitaine, qui venait de voir la couleur ressortir lumineuse sur le fond sombre, et il est monté. C'est quelque enfant dont le cheval a soif et l'emporte vers l'abreuvoir en diagonale. Ces réflexions, rapides comme l'éclair, simultanées avec la perception visuelle, D'Artagnan les avait déjà oubliées quand il descendit les premières marches de l'escalier. Quelques parcelles de papier jonchaient les marches et étincelaient sur la pierre noircie des degrés. « Hé, se dit le capitaine, voici quelques-uns des fragments du billet déchiré par M. Fouquet. Pauvre homme, il avait donné son secret au vent. Le vent n'en veut plus et le rapporte au roi. Décidément, pauvre Fouquet, tu joues de malheur. La partie n'est pas égale. La fortune est contre toi. L'étoile de Louis XIV obscurcit la tienne. La couleuvre est plus forte ou plus habile que l'écureuil. » D'Artagnan ramassa un de ces morceaux de papier, toujours en descendant. « Petite écriture de Gourville !» s'écria-t-il en examinant un des fragments du billet. « Je ne m'étais pas trompé. » Et il lut le mot « cheval ». « Tiens !» fit-il. Et il en examina un autre, sur lequel pas une lettre n'était tracée. Sur un troisième, il lut le mot « blanc ». « Cheval blanc », répéta-t-il, comme l'enfant qui épelle. « Ah, mon Dieu !» s'écria le défiant esprit. « Cheval blanc !» Et, semblable à ce grain de poudre qui, brûlant, se dilate en un volume centuple, D'Artagnan, gonflé d'idées et de soupçons, remonta rapidement vers la terrasse. Le cheval blanc courait toujours dans la direction de la Loire, à l'extrémité de laquelle, fondue dans les vapeurs de l'eau, une petite voile apparaissait, balancée comme un atome. « Oh oh !» cria le mousquetaire. « Il n'y a qu'un homme qui fuit pour courir aussi vite dans les terres labourées. Il n'y a qu'un Fouquet, un financier, pour courir ainsi en plein jour sur un cheval blanc. Il n'y a que le seigneur de Belle-Île pour se sauver du côté de la mer quand il y a des forêts si épaisses dans les terres. Et il n'y a qu'un D'Artagnan au monde pour attraper M. Fouquet, qui a une demi-heure d'avance et qui aura joint son bateau avant 1 heure. » Cela dit, le mousquetaire donna ordre que l'on menât grand train le carrosse au treillis de fer dans un bouquet de bois situé hors de la ville. Il choisit son meilleur cheval, lui sauta sur le dos et courut par la rue aux herbes en prenant, non pas le chemin qu'avait pris Fouquet, mais le bord même de la Loire, certain qu'il était de gagner 10 minutes sur le total du parcours et de joindre, à l'intersection des 2 lignes, le fugitif qui ne soupçonnerait pas d'être poursuivi de ce côté. Dans la rapidité de la course et avec l'impatience du persécuteur, s'animant comme à la chasse, comme à la guerre, D'Artagnan, si doux, si bon pour Fouquet, se surprit à devenir féroce et presque sanguinaire. Pendant longtemps, il courut sans apercevoir le cheval blanc. Sa fureur prenait les teintes de la rage. Il doutait de lui, il supposait que Fouquet s'était abîmé dans un chemin souterrain et qu'il avait relayé le cheval blanc par un de ces fameux chevaux noirs, rapides comme le vent, dont D'Artagnan, à Saint-Mandé, avait tant de fois admiré, envié la légèreté vigoureuse. À ces moments-là, quand le vent lui coupait les yeux et en faisait jaillir des larmes, quand la selle brûlait, quand le cheval, entamé dans sa chair vive, rugissait de douleur et faisait voler sous ses pieds de derrière une pluie de sable fin et de cailloux, D'Artagnan, se haussant sur l'étrier et ne voyant rien sur l'eau, rien sous les arbres, cherchait en l'air comme un insensé. Il devenait fou. Dans le paroxysme de sa convoitise, il rêvait chemins aériens, découvertes du siècle suivant. Il se rappelait Dédale et ses vastes ailes, qu'il avait sauvés des prisons de la Crète. Un rauque soupir s'exhalait de ses lèvres. Il répétait, dévoré par la crainte du ridicule, « Moi, dupé par un Gourville, moi ? On dira que je vieillis, on dira que j'ai reçu 1 million pour laisser fuir Fouquet. » Et il enfonçait ses 2 éperons dans le ventre du cheval. Il venait de faire 1 lieue en 2 minutes. Soudain,
À l'extrémité d'un pacage, derrière des haies, il vit une forme blanche qui se montra, disparut et demeura enfin visible sur un terrain plus élevé. D'Artagnan tressaillit de joie. Son esprit se rasséréna aussitôt. Il essuya la sueur qui ruisselait de son front, desserra ses genoux, libre desquels le cheval respira plus largement, et, ramenant la bride, modéra l'allure du vigoureux animal, son complice dans cette chasse à l'homme. Il put alors étudier la forme de la route et sa position quant à Fouquet. Le surintendant avait mis son cheval blanc hors d'haleine, en traversant les terres molles. Il sentait le besoin de gagner un sol plus dur et tendait vers la route par la séquente la plus courte. D'Artagnan, lui, n'avait qu'à marcher droit sous la rampe d'une falaise qui le dérobait aux yeux de son ennemi, de sorte qu'il le couperait à son arrivée sur la route. Là s'entamerait la course réelle. Là s'établirait la lutte. D'Artagnan fit respirer son cheval à plein poumon. Il remarqua que le surintendant prenait le trot, c'est-à-dire qu'il faisait aussi souffler sa monture. Mais on était trop pressé, de part et d'autre, pour demeurer longtemps à cette allure. Le cheval blanc partit comme une flèche quand il toucha un terrain plus résistant. D'Artagnan baissa la main et son cheval noir prit le galop. Tous deux suivaient la même route. Les quadruples échos de la course se confondaient. M. Fouquet n'avait pas encore aperçu d'Artagnan. Mais, à la sortie de la rampe, un seul écho frappa l'air. C'était celui des pas de d'Artagnan, qui roulait comme un tonnerre. Fouquet se retourna. Il vit à 100 pas derrière lui, en arrière, son ennemi, penché sur le cou de son coursier. Plus de doute. Le baudrier reluisant, la casaque rouge, c'était un mousquetaire. Fouquet baissa la tête aussi, et son cheval blanc mit 20 pieds de plus entre son adversaire et lui. « Oh, mais, pensa d'Artagnan inquiet, ce n'est pas un cheval ordinaire que monte là Fouquet, attention !» Et, attentif, il examina, de son œil infaillible, l'allure et les moyens de ce coursier. Croupe ronde, queue maigre et tendue, jambes maigres et sèches comme des fils d'acier, sabots plus durs que du marbre. Il éperonna le sien, mais la distance entre les deux resta la même. D'Artagnan écouta profondément. Pas un souffle du cheval ne lui parvenait, et, pourtant, il fendait le vent. Le cheval noir, au contraire, commençait à râler comme un accès de toux. « Il faut crever mon cheval, mais arriver !» pensa le mousquetaire. Et il se mit à scier la bouche du pauvre animal, tandis qu'avec ses éperons, il fouillait sa peau sanglante. Le cheval, désespéré, gagna 20 toises et arriva sur Fouquet à la portée du pistolet. « Courage !» se dit le mousquetaire. « Courage ! Le blanc s'affaiblira peut-être. Et, si le cheval ne tombe pas, le maître finira par tomber. » Mais cheval et homme restèrent droits, unis, prenant peu à peu l'avantage. D'Artagnan poussa un cri sauvage qui fit retourner Fouquet, dont la monture s'animait encore. « Fameux cheval ! Enragé cavalier !» gronda le capitaine. « Holà ! Mordiou ! Monsieur Fouquet ! Holà ! De par le roi !» Fouquet ne répondit pas. « M'entendez-vous » hurla d'Artagnan. Le cheval venait de faire un faux pas. « Pardieu » répliqua laconiquement Fouquet. Et de courir. D'Artagnan faillit devenir fou. Le sang afflua, bouillant, à ses tempes, à ses yeux. « De par le roi !» s'écria-t-il encore. « Arrêtez, ou je vous abats d'un coup de pistolet !»« Faites !» répondit M. Fouquet, volant toujours. D'Artagnan saisit un de ses pistolets et l'arma, espérant que le bruit de la platine arrêterait son ennemi. « Vous avez des pistolets aussi, dit-il, défendez-vous !» Fouquet se retourna effectivement au bruit et, regardant d'Artagnan bien en face, ouvrit, de sa main droite, l'habit qui lui serrait le corps. Il ne toucha pas à ses fentes. Il y avait 20 pas entre deux. « Mordiou !» dit d'Artagnan, « je ne vous assassinerai pas. Si vous ne voulez pas tirer sur moi, rendez-vous. Qu'est-ce que la prison ?»« J'aime mieux mourir, » répondit Fouquet. « Je souffrirai moins. » D'Artagnan, ivre de désespoir, jeta son pistolet sur la route. « Je vous prendrai vif, dit-il. »
par un prodige dont cet incomparable cavalier était seul capable, il mena son cheval à 10 pas du cheval blanc. Déjà, il étendait la main pour saisir sa proie. « Voyons, tuez-moi, c'est plus humain, dit Fouquet. « Non, vivant, vivant !» murmura le capitaine. Son cheval fit un faux pas pour la seconde fois. Celui de Fouquet prit l'avance. C'était un spectacle inouï que cette course entre 2 chevaux qui ne vivaient que par la volonté de leur cavalier. Au galop furieux avait succédé le grand trot, puis le trot simple, et la course paraissait aussi vive à ces 2 athlètes harassés. D'Artagnan, poussé à bout, saisit le second pistolet et ajusta le cheval blanc. « À votre cheval, pas à vous !» cria-t-il à Fouquet. Et il tira. L'animal fut atteint dans la croupe. Il fit un bond furieux et se cabra. Le cheval de D'Artagnan tomba mort. « Je suis déshonoré, » pensa le mousquetaire. « Je suis un misérable. Par pitié, monsieur Fouquet, jetez-moi un de vos pistolets, que je me brûle la cervelle. » Fouquet se remit à courir. « Par grâce, s'écria D'Artagnan. « Ce que vous ne voulez pas en ce moment, je le ferai dans 1 heure. Mais ici, sur cette route, je meurs bravement. Je meurs estimé. Rendez-moi ce service, monsieur Fouquet. » Fouquet ne répondit pas et continua de trotter. D'Artagnan se mit à courir après son ennemi. Successivement, il jeta par terre son chapeau, son habit qui l'embarrassait, puis son fourreau d'épée qui battait entre ses jambes. L'épée à la main lui devint trop lourde. Il la jeta comme le fourreau. Le cheval blanc râlait. D'Artagnan gagnait sur lui. Du trot, l'animal, épuisé, passa au petit pas avec des vertiges qui secouaient sa tête. Le sang venait à sa bouche avec l'écume. D'Artagnan fit un effort désespéré, sauta sur Fouquet et le prit par la jambe en disant d'une voix entrecoupée, haletante. « Je vous arrête, au nom du roi. Cassez-moi la tête, nous aurons tous 2 fait notre devoir. » Fouquet lança loin de lui dans la rivière les 2 pistolets dont D'Artagnan eût pu se saisir, et, mettant pied à terre, « Je suis votre prisonnier, monsieur, dit-il. Voulez-vous prendre mon bras, car vous allez vous évanouir. » « Merci, murmura D'Artagnan, qui, effectivement, sentit la terre manquer sous lui et le ciel fondre sur sa tête. Et il roula sur le sable, à bout d'haleine et de force. Fouquet descendit le talus de la rivière, puisa de l'eau dans son chapeau, vint rafraîchir les tempes du mousquetaire et lui glissa quelques gouttes fraîches entre les lèvres. D'Artagnan se releva, cherchant autour de lui d'un œil égaré. Il vit Fouquet agenouillé, son chapeau humide à la main, et souriant avec une ineffable douceur. « Vous ne vous êtes pas enfui ?» cria-t-il. « Oh, monsieur, le vrai roi par la loyauté, par le cœur, par l'âme. Ce n'est pas Louis du Louvre, ni Philippe de Sainte-Marguerite. C'est vous, le proscrit, le condamné. Moi qui ne suis perdu aujourd'hui que par une seule faute, monsieur d'Artagnan. Laquelle, mon Dieu? J'aurais dû vous avoir pour ami. Mais comment allons-nous faire pour retourner à Nantes? Nous en sommes bien loin. » « C'est vrai, » fit D'Artagnan, pensif et sombre. « Le cheval blanc reviendra peut-être. C'était un si bon cheval. Montez dessus, monsieur d'Artagnan. Moi, j'irai à pied jusqu'à ce que vous soyez reposé. »« Pauvre bête, blessé, » dit le mousquetaire. « Il ira, vous dis-je, je le connais. Faisons mieux, montons dessus tous 2. »« Essayons, » dit le capitaine. Mais ils n'eurent pas plutôt chargé l'animal de ce poids double qu'il vacilla, puis se remit et marcha quelques minutes, puis chancela encore et s'abattit à côté du cheval noir qu'il venait de joindre. « Nous irons à pied. Le destin le veut. La promenade sera superbe, » reprit Fouquet en passant son bras sous celui de D'Artagnan. « Mordiou !» s'écria celui-ci, l'œil fixe, le sourcil froncé, le cœur gros. « Vilaine journée !» Ils firent lentement les 4 lieues qui les séparaient du bois, derrière lequel les attendait le carrosse avec une escorte.
Lorsque Fouquet aperçut cette sinistre machine, il dit à d'Artagnan, qui baissait les yeux, comme honteux pour Louis XIV, « Voilà une idée qui n'est pas d'un brave homme, capitaine d'Artagnan. Elle n'est pas de vous. Pourquoi ces grillages ?» dit-il. « Pour vous empêcher de jeter des billets au dehors. Ingénieux. »« Mais vous pouvez parler si vous ne pouvez pas écrire, » dit d'Artagnan. « Parler à vous ? Mais, si vous voulez. » Fouquet rêva un moment, puis, regardant le capitaine en face, « Un seul mot, dit-il. Le retiendrez-vous ? Je le retiendrai. Le direz-vous à qui je veux ? Je le dirai. » Saint-Mandé, articula tout bas Fouquet. Bien. Pour qui ? Pour Madame de Bellière ou Pélisson. C'est fait. Le carrosse traversa Nantes et prit la route d'Angers. Chapitre 247. Où l'écureuil tombe, où la couleuvre vole. Il était 2 heures de l'après-midi. Le roi, plein d'impatience, allait de son cabinet à la terrasse et quelquefois ouvrait la porte du corridor pour voir ce que faisaient ses secrétaires. M. Colbert, assis à la place même où M. de Saint-Aignan était resté si longtemps le matin, causait à voix basse avec M. de Brienne. Le roi ouvrit brusquement la porte et, s'adressant à eux, « Que dites-vous » demanda-t-il. « Nous parlons de la première séance des États, » dit M. de Brienne en se levant. « Très bien, » repartit le roi. Et il rentra. 5 minutes après, le bruit de la clochette rappela Rose, dont c'était l'heure. « Avez-vous fini vos copies » demanda le roi. « Pas encore, sire. »« Voyez donc si M. d'Artagnan est revenu. »« Pas encore, sire. »« C'est étrange, » murmura le roi. « Appelez M. Colbert. » Colbert entra. Il attendait ce moment depuis le matin. « Monsieur Colbert, » dit le roi très vivement, « il faudrait pourtant savoir ce que M. d'Artagnan est devenu. » Colbert, de sa voix calme. « Où le roi veut-il que je le fasse chercher ?» dit-il. « Eh, monsieur, ne savez-vous à quel endroit je l'avais envoyé ?» répondit aigrement Louis. « Votre Majesté ne me l'a pas dit. »« Monsieur, il est de ces choses que l'on devine, et vous surtout, vous les devinez. » « J'ai pu supposer, sire, mais je ne me serais pas permis de deviner tout à fait. » Colbert finissait à peine ces mots qu'une voix bien plus rude que celle du roi interrompit la conversation commencée entre le monarque et le commis. « D'Artagnan » cria le roi, tout joyeux. D'Artagnan, pâle et de furieuse humeur, dit au roi. « Sire, est-ce que c'est votre Majesté qui a donné des ordres à mes mousquetaires ?»« Quels ordres ?» fit le roi. « Au sujet de la maison de M. Fouquet. »« Aucun, » répliqua Louis. « Ah, ah, » dit d'Artagnan en mordant sa moustache. « Je ne m'étais pas trompé. C'est monsieur ?» Et il désignait Colbert. « Quel ordre, voyons ?» dit le roi. « Ordre de bouleverser toute une maison, de battre les domestiques et officiers de M. Fouquet, de forcer les tiroirs, de mettre à sac un logis paisible. Mordiou, ordre de sauvage !»« Monsieur, » fit Colbert très pâle. « Monsieur, » interrompit d'Artagnan, « le roi seul, entendez-vous, le roi seul a le droit de commander à mes mousquetaires. Mais, quant à vous, je vous le défends. Et je vous le dis devant sa majesté. Des gentilshommes qui portent l'épée ne sont pas des bellitres qui ont la plume à l'oreille. »« D'Artagnan ! D'Artagnan !» murmura le roi. « C'est humiliant, » poursuivit le mousquetaire. « Mes soldats sont déshonorés. Je ne commande pas à des reîtres, moi, ou à des commis de l'intendance, mordiou !»« Mais qu'y a-t-il, voyons ?» dit le roi avec autorité. « Il y a, sire, que monsieur, qui n'a pu deviner les ordres de votre Majesté, et qui, par conséquent, n'a pas su que j'arrêtais M. Fouquet, monsieur, qui a fait faire la cage de fer à son patron d'hier, a expédié M. de Roncherat dans le logis de M. Fouquet, et que, pour enlever les papiers du surintendant, on a enlevé tous les meubles. Mes mousquetaires étaient autour de la maison depuis le matin. Voilà mes ordres. Pourquoi s'est-on permis de les faire entrer dedans ? Pourquoi, en les forçant d'assister à ce pillage,
Les en a-t-on rendus complices? Mordiou, nous servons le roi, nous autres, mais nous ne servons pas monsieur Colbert. Monsieur d'Artagnan, dit le roi sévèrement, prenez garde, ce n'est pas en ma présence que de pareilles explications, faites sur ce ton, doivent avoir lieu. J'ai agi pour le bien du roi, dit Colbert d'une voix altérée. Il m'est dur d'être traité de la sorte par un officier de sa majesté, et cela sans vengeance, à cause du respect que je dois au roi. Le respect que vous devez au roi, s'écria d'Artagnan, dont les yeux flamboyèrent, consiste d'abord à faire respecter son autorité, à faire chérir sa personne. Tout agent d'un pouvoir sans contrôle représente ce pouvoir, et quand les peuples maudissent la main qui les frappe, c'est à la main royale que Dieu fait reproche. Entendez-vous? Faut-il qu'un soldat endurci depuis 40 années, aux plaies et au sang, vous donne cette leçon, monsieur? Faut-il que la miséricorde soit de mon côté, la férocité du vôtre? Vous avez fait arrêter, lier, emprisonner des innocents. Les complices peut-être de monsieur Fouquet, dit Colbert. Qui vous dit que monsieur Fouquet est des complices, et même qu'il soit coupable? Le roi seul le sait, sa justice n'est pas aveugle. Quand il dira « arrêtez, emprisonnez tels gens », alors on obéira. Ne me parlez donc plus du respect que vous portez au roi, et prenez garde à vos paroles, si par hasard elles semblent renfermer quelque menace. Car le roi ne laisse pas menacer ceux qui le servent bien par ceux qui le desservent. Et au cas où j'aurais, ce qu'à Dieu ne plaise, un maître aussi ingrat, je me ferais respecter moi-même. Cela dit, d'Artagnan se campa fièrement dans le cabinet du roi, l'œil allumé, la main sur l'épée, la lèvre frémissante, affectant bien plus de colère encore qu'il n'en ressentait. Colbert, humilié, dévoré de rage, salua le roi comme pour lui demander la permission de se retirer. Le roi, contrarié dans son orgueil et dans sa curiosité, ne savait encore quel parti prendre. D'Artagnan le vit hésiter. Rester plus longtemps eût été une faute. Il fallait obtenir un triomphe sur Colbert, et le seul moyen était de piquer si bien et si fort au vif le roi, qu'il ne resta plus à sa majesté d'autre sortie que de choisir entre l'un ou l'autre antagoniste. D'Artagnan, donc, s'inclina comme Colbert, mais le roi qui tenait, avant toute chose, à savoir des nouvelles bien exactes, bien détaillées de l'arrestation du surintendant des finances, de celui qui l'avait fait trembler un moment, le roi, comprenant que la bouderie de d'Artagnan allait l'obliger à remettre à un quart d'heure au moins les détails qu'il brûlait de connaître, Louis, disons-nous, oublia Colbert, qui n'avait rien à dire de bien neuf, et rappela son capitaine des mousquetaires. « Voyons, monsieur, dit-il, faites d'abord votre commission. Vous vous reposerez après. » D'Artagnan, qui allait franchir la porte, s'arrêta à la voix du roi, revint sur ses pas, et Colbert fut contraint de partir. Son visage prit une teinte de pourpre, ses yeux noirs et méchants brillèrent d'un feu sombre sous leurs épais sourcils. Il allongea le pas, s'inclina devant le roi, se redressa à demi en passant devant d'Artagnan, et partit, la mort dans le cœur. D'Artagnan, demeuré seul avec le roi, s'adoucit à l'instant même, et, composant son visage, « Sire, dit-il, vous êtes un jeune roi, c'est à l'aurore que l'homme devine si la journée sera belle ou triste. Comment, sire, les peuples que la main de Dieu a rangés sous votre loi augureront-ils de votre règne, si, entre vous et eux, vous laissez agir des ministres de colère et de violence? Mais parlons de moi, sire. Laissons une discussion qui vous paraît oiseuse, inconvenante peut-être. Parlons de moi. J'ai arrêté monsieur Fouquet. Vous y avez mis le temps, fit le roi avec aigreur. D'Artagnan regarda le roi. Je vois que je me suis mal exprimé, dit-il. J'ai annoncé à votre majesté que j'avais arrêté monsieur Fouquet. Oui, eh bien, j'aurais dû dire à votre majesté que monsieur Fouquet m'avait arrêté. Ça aurait été plus juste. Je rétablis donc la vérité. J'ai été arrêté par monsieur Fouquet. Ce fut le tour de Louis XIV d'être surpris. D'Artagnan, de son coup d'œil si prompt, apprécia ce qui se passait dans l'esprit du maître. Il ne lui donna pas le temps de questionner. Il raconta avec cette poésie
avec ce pittoresque que lui seul possédait peut-être à cette époque, l'évasion de M. Fouquet, la poursuite, la course acharnée, enfin cette générosité inimitable du surintendant, qui pouvait fuir 10 fois, qui pouvait tuer 20 fois l'adversaire attaché à sa poursuite, et qui avait préféré la prison, et pis encore, peut-être, à l'humiliation de celui qui voulait lui ravir sa liberté. À mesure que le capitaine des mousquetaires parlait, le roi s'agitait, dévorant ses paroles et faisant claquer l'extrémité de ses ongles les uns contre les autres. Il en résulte donc, sire, à mes yeux du moins, qu'un homme qui se conduit ainsi est un galant homme et ne peut être un ennemi du roi. Voilà mon opinion, je le répète à votre majesté. Je sais que le roi va me dire, et je m'incline, la raison d'État. Soit, c'est à mes yeux bien respectable, mais je suis un soldat, j'ai reçu ma consigne. La consigne est exécutée. Bien malgré moi, c'est vrai, mais elle l'est. Je me tais. Où est M. Fouquet en ce moment ? Demanda Louis après un moment de silence. M. Fouquet, sire, répondit d'Artagnan, est dans la cage de fer que M. Colbert lui a fait préparer et roule au galop de 4 vigoureux chevaux sur la route d'Angers. Pourquoi l'avez-vous quitté en route ? Parce que Sa Majesté ne m'avait pas dit d'aller à Angers. La preuve, la meilleure preuve de ce que j'avance, c'est que le roi me cherchait tout à l'heure. Et puis, j'avais une autre raison. Laquelle ? Moi, étant là, ce pauvre M. Fouquet n'eût jamais tenté de s'évader. « Eh bien » s'écria le roi avec stupéfaction. « Votre Majesté doit comprendre, et comprend certainement, que mon plus vif désir est de savoir M. Fouquet en liberté. Je l'ai donné à un de mes brigadiers, le plus maladroit que j'ai pu trouver parmi mes mousquetaires, afin que le prisonnier se sauve. »« Êtes-vous fou, monsieur d'Artagnan » s'écria le roi en croisant les bras sur sa poitrine. « Dit-on de pareilles énormités quand on a le malheur de les penser ?»« Ah, sire, vous n'attendez pas sans doute de moi que je sois l'ennemi de M. Fouquet, après ce qu'il vient de faire pour moi et pour vous. Non, ne me le donnez jamais à garder, si vous tenez à ce qu'il reste sous les verrous. Si bien grillée que soit la cage, l'oiseau finirait par s'envoler. »« Je suis surpris, » dit le roi d'une voix sombre, « que vous n'ayez pas tout de suite suivi la fortune de celui que M. Fouquet voulait mettre sur mon trône. Vous aviez là tout ce qu'il vous faut, affection et reconnaissance. À mon service, monsieur, on trouve un maître. Si M. Fouquet ne vous fût pas allé chercher à la Bastille, sire, répliqua d'Artagnan d'une voix fortement accentuée, un seul homme y fût allé, et cet homme, c'est moi, vous le savez bien, sire. Le roi s'arrêta. Devant cette parole si franche, si vraie de son capitaine des mousquetaires, il n'y avait rien à objecter. Le roi, en entendant d'Artagnan, se rappela le d'Artagnan d'autrefois, celui qui, au palais royal, se tenait caché derrière les rideaux de son lit, quand le peuple de Paris, conduit par le cardinal de Retz, venait s'assurer de la présence du roi. D'Artagnan, qu'il saluait de la main à la portière de son carrosse, lorsqu'il se rendait à Notre-Dame en rentrant à Paris, le soldat qu'il avait quitté à Blois, le lieutenant qu'il avait appelé près de lui, quand la mort de Mazarin lui rendait le pouvoir. L'homme qu'il avait toujours trouvé loyal, courageux et dévoué. Louis s'avança vers la porte et appela Colbert. Colbert n'avait pas quitté le corridor où travaillaient les secrétaires. Colbert parut. « Colbert, vous avez fait faire une perquisition chez M. Fouquet ? » ?»« Oui, sire. »« Qu'a-t-elle produit ? » ?»« M. de Roncherat, envoyé avec les mousquetaires de votre Majesté, m'a remis des papiers, » répliqua Colbert. « Je les verrai. Vous allez me donner votre main. »« Ma main, sire ? » ?»« Oui, pour que je la mette dans celle de M. d'Artagnan. »« En effet, d'Artagnan, » ajouta-t-il avec un sourire en se tournant vers le soldat, qui, à la vue du commis, avait repris son attitude hautaine. « Vous ne connaissez pas l'homme que voici. Faites connaissance. » Et il lui montrait Colbert. « C'est un médiocre serviteur dans les positions subalternes, mais ce sera un grand homme si je l'élève au premier rang. »« Sire, » balbutia Colbert, éperdu de plaisir et de crainte. « J'ai compris pourquoi, » murmura d'Artagnan à l'oreille du roi.
Il était jaloux? Précisément, et sa jalousie lui liait les ailes. Ce sera désormais un serpent ailé, grommela le mousquetaire avec un reste de haine contre son adversaire de tout à l'heure. Mais Colbert, s'approchant de lui, offrit à ses yeux une physionomie si différente de celle qu'il avait l'habitude de lui voir. Il apparut si bon, si doux, si facile, ses yeux prirent l'expression d'une si noble intelligence, que d'Artagnan, connaisseur en physionomie, fut ému, presque changé dans ses convictions. Colbert lui serrait la main. « Ce que le roi vous a dit, monsieur, prouve combien sa majesté connaît les hommes. L'opposition acharnée que j'ai déployée jusqu'à ce jour contre des abus, non contre des hommes, prouve que j'avais en vue de préparer à mon roi un grand règne, à mon pays un grand bien-être. J'ai beaucoup d'idées, monsieur d'Artagnan. Vous les verrez éclore au soleil de la paix publique. Et, si je n'ai pas la certitude et le bonheur de conquérir l'amitié des hommes honnêtes, je suis au moins certain, monsieur, que j'obtiendrai leur estime. Pour leur admiration, monsieur, je donnerai ma vie. » Ce changement, cette élévation subite, cette approbation muette du roi donnèrent beaucoup à penser au mousquetaire. Il salua fort civilement Colbert, qui ne le perdait pas de vue. Le roi, les voyant réconciliés, les congédia. Ils sortirent ensemble. Une fois hors du cabinet, le nouveau ministre, arrêtant le capitaine, lui dit « Est-il possible, monsieur d'Artagnan, qu'avec un œil comme le vôtre, vous n'ayez pas, du premier coup, à la première inspection, reconnu qui je suis ?» « Monsieur Colbert, reprit le mousquetaire, le rayon de soleil qu'on a dans l'œil empêche de voir les plus ardents brasiers. L'homme au pouvoir rayonne, vous le savez. Et, puisque vous en êtes là, pourquoi continueriez-vous à persécuter celui qui vient de tomber en disgrâce et tomber de si haut ? Moi, monsieur, dit Colbert. Oh, monsieur, je ne le persécuterai jamais. Je voulais administrer les finances, et les administrer seul, parce que je suis ambitieux, et que, surtout, j'ai la confiance la plus entière dans mon mérite. Parce que je sais que tout l'or de ce pays va me tomber sous la vue, et que j'aime avoir l'or du roi, parce que, si je vis 30 ans, en 30 ans, pas un denier ne me restera dans la main, parce qu'avec cet or, moi, je bâtirai des greniers, des édifices, des villes, je creuserai des ports, parce que je créerai une marine, j'équiperai des navires qui iront porter le nom de la France aux peuples les plus éloignés, parce que je créerai des bibliothèques, des académies, parce que je ferai de la France le premier pays du monde et le plus riche. Voilà les motifs de mon animosité contre M. Fouquet, qui m'empêchait d'agir. Et puis, quand je serai grand et fort, quand la France sera grande et forte, à mon tour, je crierai « Miséricorde ». Miséricorde, avez-vous dit ? Alors demandons au roi sa liberté. Le roi ne l'accable aujourd'hui qu'à cause de vous. Colbert releva encore une fois la tête. Monsieur, dit-il, vous savez bien qu'il n'en est rien, et que le roi a des inimitiés personnelles contre M. Fouquet. Ce n'est pas à moi de vous l'apprendre. Le roi se lassera, il oubliera. Le roi n'oublie jamais, monsieur d'Artagnan. Tenez, le roi appelle et va donner un ordre. Je ne l'ai pas influencé, n'est-ce pas ? Écoutez. Le roi appelait en effet ses secrétaires. Monsieur d'Artagnan, dit-il. Me voilà, sire. Donnez 20 de vos mousquetaires à monsieur de Saint-Aignan pour qu'il fasse garde à monsieur Fouquet. D'Artagnan et Colbert échangèrent un regard. Et danger, continua le roi, on conduira le prisonnier à la Bastille de Paris. Vous aviez raison, dit le mousquetaire au ministre. Saint-Aignan, continua le roi, vous ferez passer par les armes quiconque parlera bas, chemin faisant, à monsieur Fouquet. Mais moi, sire, dit le duc, vous, monsieur, vous ne parlerez qu'en présence des mousquetaires. Le duc s'inclina et sortit pour faire exécuter l'ordre. D'Artagnan allait se retirer aussi. Le roi l'arrêta. Monsieur, dit-il, vous irez sur le champ prendre possession de l'île et du fief de Belle-Île-en-Mer. Oui, sire. Moi seul ? Vous prendrez autant de troupes qu'il en faut pour ne pas rester en échec, si la place tenait.
Un murmure d'incrédulité adulatrice se fit entendre dans le groupe des courtisans. « Cela s'est vu, dit d'Artagnan. « Je l'ai vu dans mon enfance, reprit le roi, et je ne veux plus le voir. Vous m'avez entendu ? Allez, monsieur, et ne revenez ici qu'avec les clés de la place. » Colbert s'approcha de d'Artagnan. « Une commission qui, si vous la faites bien, dit-il, vous dégrossit le bâton de maréchal. » Pourquoi dites-vous ces mots si vous la faites bien ? Parce qu'elle est difficile. Ah, en quoi ? Vous avez des amis dans Belle-Île, monsieur d'Artagnan, et ce n'est pas facile, aux gens comme vous, de marcher sur le corps d'un ami pour parvenir. D'Artagnan baissa la tête, tandis que Colbert retournait auprès du roi. Un quart d'heure après, le capitaine reçut l'ordre écrit de faire sauter Belle-Île en cas de résistance, et le droit de justice haute et basse sur tous les habitants ou réfugiés, avec injonction de n'en pas laisser échapper un seul. Colbert avait raison, pensa d'Artagnan. Mon bâton de maréchal de France coûterait la vie à mes 2 amis. Seulement, on oublie que mes amis ne sont pas plus stupides que les oiseaux et qu'ils n'attendent pas la main de l'oiseleur pour déployer leurs ailes. Cette main, je la leur montrerai si bien qu'ils auront le temps de la voir. Pauvre Porthos, pauvre Aramis. Non, ma fortune ne vous coûtera pas une plume de l'aile. Ayant ainsi conclu, d'Artagnan rassembla l'armée royale, la fit embarquer à Paimboeuf et mit à la voile sans perdre un moment. Chapitre 248 Belle-Île-en-Mer. À l'extrémité du môle, sur la promenade que bat la mer furieuse au flux du soir, 2 hommes, se tenant par le bras, causaient d'un ton animé et expansif, sans que nul être humain pût entendre leurs paroles, enlevées qu'elles étaient une à une par les rafales du vent, avec la blanche écume arrachée aux crêtes des flots. Le soleil venait de se coucher dans la grande nappe de l'océan, rougie comme un creuset gigantesque. Parfois, l'un des hommes se tournait vers l'est, interrogeant la mer avec une sombre inquiétude. L'autre, interrogeant les traits de son compagnon, semblait chercher à deviner dans ses regards. Puis, tous 2 muets, tous 2 agitant de sombres pensées, ils reprenaient leur promenade. Ces 2 hommes, tout le monde les a déjà reconnus, étaient nos proscrits, Porthos et Aramis, réfugiés à Belle-Île depuis la ruine des Espérances, depuis la déconfiture du vaste plan de M. d'Herblay. « Vous avez beau dire, mon cher Aramis, répétait Porthos en aspirant vigoureusement l'air salin dont il gonflait sa puissante poitrine. Vous avez beau dire, Aramis, ce n'est pas une chose ordinaire que cette disparition, depuis 2 jours, de tous les bateaux de pêche qui étaient partis. Il n'y a pas d'orage en mer. Le temps est resté constamment calme, pas la plus légère tourmente, et eussions-nous essuyé une tempête, toutes nos barques n'auraient pas sombré. Je vous le répète, c'est étrange, et cette disparition complète m'étonne, vous dis-je. C'est vrai, murmura Aramis. Vous avez raison, ami Porthos. C'est vrai. Il y a quelque chose d'étrange là-dessous. Et de plus, ajouta Porthos, auquel l'assentiment de l'évêque de Vannes semblait élargir les idées. De plus, avez-vous remarqué que, si les barques avaient péri, il n'est revenu aucune épave au rivage ? Je l'ai remarqué comme vous. Remarquez-vous, en outre, que les 2 seules barques qui restaient dans toute l'île et que j'ai envoyées à la recherche des autres… Aramis interrompit ici son compagnon par un cri et par un mouvement si brusque que Porthos s'arrêta comme stupéfait. « Que dites-vous là, Porthos ? Quoi ? Vous avez envoyé les 2 barques à la recherche des autres ? Mais oui, répondit tout simplement Porthos. Malheureux ! Qu'avez-vous fait ? Alors, nous sommes perdus, s'écria l'évêque. Perdus ? Pleut-il ? Fit Porthos effaré. Pourquoi perdus, Aramis ? Pourquoi sommes-nous perdus ? Aramis se mordit les lèvres. Rien, pardon. Je voulais dire… Quoi ? Que si nous voulions, s'il nous prenait fantaisie de faire une promenade en mer, nous ne le pourrions pas. Bon, voilà qui vous tourmente. Beau plaisir, ma foi. Quant à moi, je ne le regrette pas. Ce que je regrette, ce n'est pas…
certes, le plus ou moins d'agrément que l'on peut prendre à Belle-Île. Ce que je regrette, Aramis, c'est Pierrefonds, c'est Bracieux, c'est le Vallon, c'est ma belle France. Ici, l'on n'est pas en France, mon cher ami, on est je ne sais où. Oh, je puis vous le dire, dans toute la sincérité de mon âme, et votre affection excusera ma franchise, mais je vous déclare que je ne suis pas heureux à Belle-Île. Non, vraiment, je ne suis pas heureux, moi. Aramis soupira tout bas. Cher ami, répondit-il, voilà pourquoi il est bien triste que vous ayez envoyé les 2 barques qui nous restaient à la recherche des bateaux disparus depuis 2 jours. Si vous ne les eussiez pas expédiés pour faire cette découverte, nous fussions partis. Partis? Et la consigne, Aramis? Quelle consigne? Parbleu, la consigne que vous me répétiez toujours et à tout propos, que nous gardions Belle-Île contre l'usurpateur. Vous savez bien. C'est vrai, murmura encore Aramis. Vous voyez donc bien, mon cher, que nous ne pouvons pas partir et que l'envoi des barques à la recherche des bateaux ne nous préjudice en rien. Aramis se tut, et son vague regard, lumineux comme celui d'un goéland, plana longtemps sur la mer, interrogeant l'espace et cherchant à percer l'horizon. Avec tout cela, Aramis, continua Porthos, qui tenait à son idée, et qui y tenait d'autant plus que l'évêque l'avait trouvée exacte. Avec tout cela, vous ne me donnez aucune explication sur ce qui peut être arrivé au malheureux bateau. Je suis assailli de cris et de plaintes partout où je passe. Les enfants pleurent en voyant les femmes se désoler, comme si je pouvais rendre les pères, les époux absents. Que supposez-vous, mon ami, et que dois-je leur répondre? Supposons tout, mon bon Porthos, et ne disons rien. Cette réponse ne satisfit point Porthos. Il se retourna en grommelant quelques mots de mauvaise humeur. Aramis arrêta le vaillant soldat. « Vous souvenez-vous, dit-il avec mélancolie, en serrant les 2 mains du géant dans les siennes avec une affectueuse cordialité. Vous souvenez-vous, ami, qu'au beau jour de notre jeunesse, alors que nous étions forts et vaillants, les 2 autres et nous, vous souvenez-vous, Porthos, que, si nous eussions eu bonne envie de retourner en France, cette nappe d'eau salée ne nous eût pas arrêtés. Oh, fit Porthos, 6 lieues! Si vous m'eussiez vu monter sur une planche, fussiez-vous resté à terre, Porthos? Non, pardieu point, Aramis. Mais aujourd'hui, quelle planche nous faudrait, cher ami, à moi surtout. Et le seigneur de Bracieux jeta, en riant d'orgueil, un coup d'œil sur sa colossale rotondité. Est-ce que, sérieusement, vous ne vous ennuyez pas aussi un peu à Belle-Île? Et ne préféreriez-vous pas les douceurs de votre demeure, de votre palais épiscopal de Vannes? Allons, avouez-le. Non, répondit Aramis, sans oser regarder Porthos. Restons, alors, dit son ami avec un soupir qui, malgré les efforts qu'il fit pour le contenir, s'échappa bruyamment de sa poitrine. Restons, restons. Et cependant, ajouta-t-il, et cependant, si on voulait bien, mais là, bien nettement, si l'on avait une idée bien fixe, bien arrêtée de retourner en France, et que l'on n'eût pas de bateau. Avez-vous remarqué une chose, mon ami? C'est que, depuis la disparition de nos barques, depuis ces 2 jours que nos pêcheurs ne sont pas revenus, il n'est pas abordé un seul canot sur les rivages de l'île. Oui, certes, vous avez raison. Je l'ai remarqué aussi, moi, et l'observation était facile à faire, car, avant ces 2 jours funestes, nous voyons arriver ici barques et chaloupes par douzaines. Il faudra s'informer, fit tout à coup Aramis avec attention. Quand je devrais faire construire un radeau. Mais il y a des canots, cher ami. Voulez-vous que j'en monte un? Un canot? Un canot? Y pensez-vous, Porthos? Un canot pour chavirer? Non, non, répliqua l'évêque de Vannes. Ce n'est pas notre métier, à nous, de passer sur les lames. Attendons, attendons. Et Aramis continuait de se promener avec tous les signes d'une agitation toujours croissante. Porthos, qui se fatiguait à suivre chacun des mouvements fiévreux de son ami, Porthos, qui, dans son calme et sa croyance, ne comprenait rien à cette sorte d'exaspération qui se trahissait par des soubresauts continuels, Porthos l'arrêta
« Asseyons-nous sur cette roche, lui dit-il. Placez-vous là, près de moi, Aramis, et je vous en conjure une dernière fois, expliquez-moi, de manière à me le faire bien comprendre, expliquez-moi ce que nous faisons ici. » Porthos, dit Aramis, embarrassé. « Je sais que le faux roi a voulu détrôner le vrai roi. C'est dit, c'est compris. Eh bien ? » « Oui, » fit Aramis. « Je sais que le faux roi a projeté de vendre Belle-Île aux Anglais. C'est encore compris. » « Oui. »« Je sais que, nous autres ingénieurs et capitaines, nous sommes venus nous jeter dans Belle-Île, prendre la direction des travaux et le commandement des 10 compagnies levées, soldées et obéissant à M. Fouquet, ou plutôt des 10 compagnies de son gendre. Tout cela est encore compris. » Aramis se leva impatienté. On eût dit un lion importuné par un moucheron. Porthos le retint par le bras. « Mais je ne comprends pas ce que, malgré tous mes efforts d'esprit, toutes mes réflexions, je ne puis comprendre. Et ce que je ne comprendrai jamais, c'est que, au lieu de nous envoyer des troupes, au lieu de nous envoyer des renforts en hommes, en munitions et en vivres, on nous laisse sans bateau, on laisse Belle-Île sans arrivage, sans secours. C'est qu'au lieu d'établir avec nous une correspondance, soit par des signaux, soit par des communications écrites ou verbales, on intercepte toute relation avec nous. Voyons, Aramis, répondez-moi. Ou plutôt, avant de me répondre, voulez-vous que je vous dise ce que j'ai pensé moi ? Voulez-vous savoir quelle a été mon idée ? Quelle imagination m'est venue ? L'évêque leva la tête. « Eh bien, Aramis, continua Porthos, j'ai pensé, j'ai eu l'idée, je me suis imaginé qu'il s'était passé en France un événement. J'ai rêvé de M. Fouquet toute la nuit, j'ai rêvé de poissons morts, de cassés, de chambres mal établies, pauvrement installées. Mauvais rêve, mon cher d'Herblay. Malencontre que ces songes. » « Porthos, qu'y a-t-il là-bas » interrompit Aramis en se levant brusquement et montrant à son ami un point noir sur la ligne empourprée de l'eau. « Une barque » dit Porthos. « Oui, c'est bien une barque. Ah, nous allons enfin avoir des nouvelles. »« 2 » s'écria l'évêque en découvrant une autre mâture. « 2, 3, 4, 5 » fit Porthos à son tour. « 6, 7 ! Ah, mon Dieu, c'est une flotte ! Mon Dieu, mon Dieu !»« Nos bateaux qui rentrent, probablement, » dit Aramis inquiet, malgré l'assurance qu'il affectait. « Ils sont bien gros pour des bateaux de pêcheurs, » fit observer Porthos. « Et puis, ne remarquez-vous pas, cher ami, qu'ils viennent de la Loire ?»« Ils viennent de la Loire, oui. »« Et tenez, tout le monde ici les a vus comme moi. Voici que les femmes et les enfants commencent à monter sur les jetées. » Un vieux pêcheur passait. « Sont-ce nos barques ?» lui demanda Aramis. Le vieillard interrogea les profondeurs de l'horizon. « Non, monseigneur, répondit-il. Ce sont des bateaux chalands du service royal. »« Des bateaux du service royal ?» répondit Aramis en tressaillant. « À quoi reconnaissez-vous cela ? » ?»« Au pavillon. »« Mais, dit Porthos, le bateau est à peine visible. Comment, diable, mon cher, pouvez-vous distinguer le pavillon ? » « Je vois qu'il y en a un, répliqua le vieillard. Nos bateaux à nous, et les chalands du commerce n'en ont pas. Ces sortes de péniches qui viennent là, monsieur, servent ordinairement au transport des troupes. »« Ah » fit Aramis. « Viva » s'écria Porthos. « On nous envoie du renfort, n'est-ce pas, Aramis ? » ?»« C'est probable. »« À moins que les Anglais n'arrivent. »« Par la Loire, ce serait avoir du malheur, Porthos. » Ils auraient donc passé par Paris ? Vous avez raison. Ce sont des renforts, décidément. Ou des vivres. Aramis appuya sa tête dans ses mains et ne répondit pas. Puis, tout à coup, « Porthos, dit-il, faites sonner l'alarme. »« L'alarme ? Y pensez-vous ? » ?»« Oui. Et que les canonniers montent à leur batterie, que les servants soient à leurs pièces, qu'on veille surtout aux batteries de côte. » Porthos ouvrit de grands yeux. Il regarda attentivement son ami, comme pour se convaincre qu'il était dans son bon sens. « Je vais y aller, mon bon Porthos, » continua Aramis de sa voix la plus douce. « Je vais faire exécuter ces ordres, si vous n'y allez pas, mon cher ami. »« Mais j'y vais à l'instant même, » dit Porthos, qui alla faire exécuter l'ordre,
tout en jetant des regards en arrière pour voir si l'évêque de Vannes ne se trompait point, et si, revenant à des idées plus saines, il ne le rappellerait pas. L'alarme fut sonnée. Les clairons, les tambours retentirent. La grosse cloche du beffroi s'ébranla. Aussitôt les digues, les môles, se remplirent de curieux, de soldats. Les mèches brillèrent entre les mains des artilleurs, placés derrière les gros canons couchés sur leurs affûts de pierre. Quand chacun fut à son poste, quand les préparatifs de défense furent faits, « Permettez-moi, Aramis, de chercher à comprendre, » murmura timidement Porthos à l'oreille de l'évêque. « Allez, mon cher, vous ne comprendrez que trop tôt, » murmura D'Herblay à cette question de son lieutenant. « La flotte qui vient là-bas, la flotte qui, voile déployée, a le cap sur le port de Belle-Île, est une flotte royale, n'est-il pas vrai ? Mais, puisqu'il y a 2 rois en France, Porthos, auquel des 2 rois cette flotte appartient-elle ? Oh, vous m'ouvrez les yeux, repartit le géant, arrêté par cet argument. Et Porthos, auquel cette réponse de son ami venait d'ouvrir les yeux, ou plutôt d'épaissir le bandeau qui lui couvrait la vue, se rendit au plus vite dans les batteries pour surveiller son monde et exhorter chacun à faire son devoir. Cependant, Aramis, l'œil toujours fixé à l'horizon, voyait les navires s'approcher. La foule et les soldats, montés sur toutes les sommités et les anfractuosités des rochers, pouvaient distinguer la mâture, puis les basses voiles, puis enfin le corps des chalands portant à la corne le pavillon royal de France. Il était nuit close lorsqu'une de ces péniches, dont la présence avait mis si fort en émoi toute la population de Belle-Île, vint s'embosser à portée de canon de la place. On vit bientôt, malgré l'obscurité, une sorte d'agitation régner à bord de ce navire, du flanc duquel se détacha un canot, dont 3 rameurs, courbés sur les avirons, prirent la direction du port et, en quelques instants, vinrent atterrir au pied du fort. Le patron de cette yole sauta sur le môle. Il tenait une lettre à la main, l'agitait en l'air et semblait demander à communiquer avec quelqu'un. Cet homme fut bientôt reconnu par plusieurs soldats pour un des pilotes de l'île. C'était le patron d'une des 2 barques conservées par Aramis et que Porthos, dans son inquiétude sur le sort des pêcheurs disparus depuis 2 jours, avait envoyé à la découverte des bateaux perdus. Il demanda à être conduit à M. d'Herblay. 2 soldats, sur le signe d'un sergent, le placèrent entre eux et l'escortèrent. Aramis était sur le quai. L'envoyé se présenta devant l'évêque de Vannes. L'obscurité était presque complète, malgré les flambeaux que portaient à une certaine distance les soldats qui suivaient Aramis dans sa ronde. « Et quoi, Jonatas, de quelle part viens-tu ? » ?»« Monseigneur, de la part de ceux qui m'ont pris. »« Qui t'a pris ? » ?»« Vous savez, monseigneur, que nous étions partis à la recherche de nos camarades. »« Oui, après ? » ?»« Eh bien, monseigneur, à une petite lieue, nous avons été capturés par un chasse-marée du roi. »« De quel roi ? » fit Porthos. Jonatas ouvrit de grands yeux. « Parle, continua l'évêque. »« Nous fûmes donc capturés, monseigneur, et réunis à ceux qui avaient été pris hier au matin. »« Qu'est-ce que cette manie de vous prendre tous ? » interrompit Porthos. « Monsieur, pour nous empêcher de vous le dire, » répliqua Jonatas. Porthos, à son tour, ne comprit pas. « Et on vous relâche aujourd'hui ? » demanda-t-il. « Pour que je vous dise, monsieur, qu'on nous avait pris. »« De plus en plus trouble, » pensa l'honnête Porthos. Aramis, pendant ce temps, réfléchissait. « Voyons, dit-il, une flotte royale bloque donc les côtes ? »« Oui, monseigneur. »« Qui la commande ? » ?»« Le capitaine des mousquetaires du roi. »« D'Artagnan ? » ?»« D'Artagnan, dit Porthos. Je crois que c'est ce nom-là. »« Et c'est lui qui t'a remis cette lettre ? » ?»« Oui, monseigneur. »« Approchez les flambeaux. »« C'est son écriture, dit Porthos. Aramis lut vivement les lignes suivantes. Ordre du roi de prendre Belle-Île. Ordre de passer au fil de l'épée la garnison si elle résiste. Ordre de faire prisonniers tous les hommes de la garnison. Signé D'Artagnan, qui, avant-hier, a arrêté M. Fouquet pour l'envoyer à la Bastille.
Aramis pâlit et froissa le papier en ses mains. « Quoi donc ?» demanda Porthos. « Rien, mon ami, rien. Dis-moi, Jonatas. »« Monseigneur. »« As-tu parlé à monsieur d'Artagnan ?»« Oui, monseigneur. »« Que t'a-t-il dit ?»« Que, pour des informations plus amples, il causerait avec monseigneur. »« Où cela ?»« À son bord. »« À son bord ?» Porthos répéta. « À son bord ?» Monsieur le mousquetaire, continua Jonatas, m'a dit de vous prendre tous deux, vous et monsieur l'ingénieur, dans mon canot, et de vous mener à lui. « Allons-y, dit Porthos, ce cher d'Artagnan. » Aramis l'arrêta. « Êtes-vous fou ?» s'écria-t-il. « Qui vous dit que ce n'est pas un piège ?»« De l'autre roi ?» riposta Porthos avec mystère. « Un piège, enfin. C'est tout dire, mon ami. »« C'est possible. Alors que faire, si d'Artagnan nous appelle, cependant ?»« Qui vous dit que c'est d'Artagnan ?»« Ah, alors, mais son écriture !»« On contrefait une écriture. Celle-ci est contrefaite, tremblée. »« Vous avez toujours raison. Mais en attendant, nous ne savons rien. » Aramis se tut. « Il est vrai, dit le bon Porthos, que nous n'avons besoin de rien savoir. »« Que ferai-je, moi ?» demanda Jonatas. « Tu retourneras près de ce capitaine. »« Oui, monseigneur. »« Et tu lui diras que nous le prions de venir lui-même dans l'île. »« Je comprends, dit Porthos. »« Oui, monseigneur, répondit Jonatas. Mais si ce capitaine refuse de venir à Belle-Île, s'il refuse, comme nous avons des canons, nous en ferons usage. »« Contre d'Artagnan ?»« Si c'est d'Artagnan, Porthos, il viendra. Pars, Jonatas, pars. »« Ma foi, je ne comprends plus rien du tout, murmura Porthos. « Je vais tout vous faire comprendre, cher ami. Le moment en est venu. Asseyez-vous sur cet affût, ouvrez vos oreilles et écoutez-moi bien. »« Oh, j'écoute, pardieu, n'en doutez pas. »« Puis-je partir, monseigneur ?» cria Jonatas. « Pars et reviens avec une réponse. »« Laissez passer le canot, vous autres. » Le canot partit pour aller rejoindre le navire. Aramis prit la main de Porthos et commença les explications.